Le velours écarlate des rideaux épais du palais d'hiver, lourd et solennel, étouffait les bruits du monde extérieur, ne laissant filtrer qu'un murmure feutré de la vie pétersbourgeoise, lointain et indifférent. À l'intérieur, cependant, l'air était vibrant d'une attente tendue, presque palpable. Chaque pas sur les parquets cirés résonnait avec une importance démesurée, chaque chuchotement prenait une résonance prophétique. C'était le 18e jour de juin de l'an 1901, et dans l'aile la plus privée du palais, l'impératrice Alexandra Fyodorovna luttait. Nicolas II, l'empereur de toutes les Russies, arpentait les salons adjacents, ses bottes de cuir souple ne parvenant pas à masquer son agitation. Son regard balayait les portraits ancestraux, les ors flamboyants, les icônes scintillantes, cherchant en eux une forme d'apaisement, une promesse. Ses 3 filles, Olga, Tatiana et Maria, si jeunes encore, dormaient paisiblement dans leur lit à baldaquin, inconscientes de la pression dynastique qui pesait si lourdement sur les épaules de leurs parents. Mais le tsar, lui, la ressentait à chaque fibre de son être. La Russie, immense et mystérieuse, attendait un héritier mâle, un tsarévitch pour perpétuer la lignée des Romanov, pour solidifier un trône déjà chancelant sous les murmures du changement. Les heures s'étiraient, longues et cruelles. Enfin, un cri perça le silence, un son aigu et fragile qui annonçait une nouvelle vie. Le médecin de la cour émergea de la chambre impériale, son visage marqué par la fatigue, mais son expression demeurait une énigme. Nicolas se précipita, le cœur serré d'espoir et d'appréhension. Le verdict tomba, doux et amer à la fois. « Votre Majesté, c'est une fille. » Un soupir collectif, presque inaudible, traversa les rangs des dames de compagnie et des dignitaires qui attendaient dans les antichambres. Une fille, encore une. La déception, subtile mais omniprésente, flottait comme un brouillard invisible, imprégnant chaque recoin du palais. Pour Nicolas, l'amour paternel fut immédiat et inconditionnel, un jaillissement de tendresse pure pour ce petit être rose et froissé. Mais l'écho de la déception, il l'entendait aussi, résonnant dans les couloirs du pouvoir, dans les murmures de la cour, dans le silence de son propre héritage. L'impératrice, épuisée mais les yeux brillants d'affection, serra sa 4e fille contre elle. Elle serait Anastasia, la résurrection ou celle qui renaîtra, un nom à la fois poétique et, sans qu'il le sache, d'une ironie tragique. Anastasia Nikolaïevna Romanova grandit dans cette opulence étouffante, un écrin de soie et d'or qui dissimulait mal les fissures d'un empire. Dès ses premiers pas, elle se distingua par un caractère espiègle, un rire cristallin qui contrastait avec la gravité souvent morose de la cour. Ses yeux bleus, vifs et pétillants, observaient le monde avec une curiosité insatiable. Elle était un tourbillon d'énergie, une tornade de bonne humeur qui ne craignait ni les protocoles rigides ni les visages sévères des gouvernantes. Elle adorait grimper aux arbres du parc de Tsarskoïe Selo, échapper à la surveillance de ses précepteurs pour courir à travers les allées, ses boucles blondes s'envolant au vent. Ses farces, souvent innocentes mais parfois audacieuses, lui valurent le surnom de Jvibzik, le petit diable de la part de son père, qui ne pouvait s'empêcher de sourire devant l'audace de sa plus jeune. Elle incarnait la joie pure, l'insouciance enfantine, dans un monde qui allait bientôt perdre toute trace de ses qualités. 3 ans plus tard, en 1904, le palais retint son souffle une fois de plus. Cette fois, l'attente fut récompensée. Le 19e jour d'août, un héritier mâle vit le jour, le tsarévitch Alexis Nikolaïevitch. Un cri de soulagement et de jubilation traversa la Russie, le destin de la dynastie semblait assuré. Les cloches sonnèrent à toute volée, les salves de canon résonnèrent, la joie était sans mélange. Mais cette euphorie fut de courte durée. Quelques semaines après sa naissance, une petite ecchymose apparut sur la cuisse du nouveau-né. Puis une autre, et une autre. Le mystère s'épaissit, les médecins se consultèrent avec des visages graves, leurs murmures empreints d'une anxiété croissante. La terrible vérité finit par éclater, une sentence implacable qui brisa le cœur de l'impératrice Alexandra et plongea la famille impériale dans une angoisse sourde et persistante. Le tsarévitch Alexis souffrait d'hémophilie, une maladie héréditaire qui rendait son sang incapable de coaguler. La moindre chute, la plus petite égratignure, pouvait se transformer en hémorragie interne, menaçant sa vie. Le luxe du palais, ses murs dorés, ses jardins immenses, devinrent une prison dorée, un cocon fragile où la peur constante pour la vie du jeune héritier régnait en maître. Anastasia, à seulement 3 ans, ne comprenait pas la gravité des mots prononcés à voix basse, ni l'ombre qui s'était abattue sur le visage de sa mère. Elle percevait cependant l'inquiétude grandissante, les silences pesants, les regards anxieux échangés entre ses parents. Elle se souvint des fois où le petit Alexis, autrefois si animé, était cloué au lit, son corps frêle secoué par la douleur, des taches bleues et violettes affleurant sous sa peau diaphane. Sa mère, d'ordinaire si réservée, se transformait alors en une lionne blessée, consumée par la quête désespérée d'un remède, d'un miracle. Nicolas, impuissant face à la maladie qui rongeait son fils et l'isolait de son peuple, se sentait pris au piège des responsabilités de son trône et du drame familial. Les enfants, y compris Anastasia, ressentaient cette tension, cette tristesse diffuse, sans en saisir la cause profonde. Cela forgea en eux une forme de résilience forcée, une capacité à s'adapter à une atmosphère de crise silencieuse. Le palais d'hiver, autrefois symbole de puissance, devint le théâtre d'un drame intime, une bulle d'intimité royale brisée par la maladie, rendant la famille impériale vulnérable à l'influence de figures controversées qui promettaient la guérison. 10 ans plus tard, le monde bascula. En 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale déchira le voile de l'insouciance. Les échos lointains des canons d'août parvinrent jusqu'au palais russe, d'abord comme un grondement lointain, puis comme une déflagration assourdissante qui allait engloutir des millions de vies et ébranler des empires.
Un patriotisme initial ardent balaya la Russie, unissant temporairement le peuple derrière son tsar. Nicolas II, conscient de son devoir, prit le commandement suprême des armées, un fardeau qu'il portait avec une dignité mélancolique, mais une inexpérience militaire flagrante. Son départ pour le front laissa l'impératrice Alexandra gérer les affaires intérieures, sous l'influence grandissante et néfaste de Grigori Raspoutine, le mystique sibérien dont l'emprise sur la tsarine était devenue une source de scandale et de discrédit pour la monarchie. Le palais d'hiver, puis le palais Alexandre à Tsarskoïe Selo, furent transformés en hôpitaux de campagne. Les salles de bal aux lustres scintillants et aux parquets luisants cédèrent la place aux lits de camp alignés, aux odeurs acres d'antiseptiques et de sang. Olga et Tatiana, les aînées, devinrent des infirmières auxiliaires dévouées, leurs mains royales pansant les plaies des soldats blessés. Maria, plus jeune, les assistait avec une douceur naturelle. Anastasia, adolescente, se retrouva elle aussi plongée dans cet effort de guerre, bien que son jeune âge ne lui permette que des tâches moins exigeantes, comme divertir les patients, lire des lettres ou préparer des pansements. Cette confrontation directe avec l'horreur du monde extérieur fut un choc. Le rire espiègle d'Anastasia se fit plus rare, remplacé par des moments de gravité. Elle voyait la souffrance dans les yeux des hommes brisés par la guerre, sentait la puanteur de la gangrène, entendait les gémissements des mourants. L'insouciance de son enfance s'évanouissait peu à peu, cédant la place à une conscience aiguë de la fragilité de la vie. Elle était tiraillée entre son rôle de princesse, élevée dans un monde de privilèges, et la réalité brutale des blessés qu'elle côtoyait chaque jour. Cette expérience développa en elle une compassion sincère, une maturité précoce. Elle s'efforçait de réconforter les soldats, de leur apporter un peu de cette joie de vivre qu'elle possédait encore en abondance, mais qu'elle sentait s'effilocher. L'atmosphère du pays, elle aussi, évoluait. Le patriotisme initial se transformait lentement en désillusion, en chaos. L'air était rempli de propagande, de dévotions religieuses excessives manipulées par des figures obscures, et d'une ferveur nationale qui masquait une corruption rampante et une incompétence gouvernementale grandissante. La famille impériale, unie dans l'effort de guerre, se retrouvait paradoxalement plus isolée que jamais de son peuple, perçue comme étrangère et déconnectée de ses souffrances. En 1917, la coupe déborda. L'hiver fut glacial, la famine rongeait les villes. Les émeutes de la faim à Pétrograd, d'abord sporadiques, dégénérèrent en une vague de protestations incontrôlables. Le peuple affamé et lassé de la guerre se souleva. Les troupes, censées réprimer la foule, refusèrent de tirer, rejoignant même les manifestants. Ce fut le début de la Révolution de février. Le grondement lointain de la Révolution parvint jusqu'aux oreilles du tsar Nicolas II, alors au quartier général du front. Isolé, trahi par ses généraux et les membres de la Douma, il fut contraint à l'abdication. Le spectacle fut pathétique. Un empereur, le dernier de sa lignée, contraint de renoncer à son trône dans un wagon de chemin de fer, loin de la grandeur de son palais. Il abdiqua d'abord en faveur de son fils, Alexis, puis, conscient de la fragilité du jeune tsarévitch et de la complexité de la régence, il renonça également pour lui, désignant son frère, le grand-duc Michel. Mais le trône, désormais maudit, fut refusé. La dynastie des Romanov, vieille de 3 siècles, s'effondra comme un château de cartes. La nouvelle frappa la famille impériale à Tsarskoïe Selo avec la force d'un coup de massue. Le palais Alexandre, leur résidence favorite, devint leur prison. La famille impériale fut placée en résidence surveillée. L'effervescence révolutionnaire, un mélange d'espoir pour l'avenir et de violence latente, balayait le pays. Le prestige impérial s'était effrité, remplacé par une méfiance généralisée et un désir de changement radical. La famille était dans un état de choc et de déni initial. Nicolas II, d'ordinaire si digne, était résigné, son visage empreint d'une tristesse infinie. Alexandra, brisée, sombrait dans le désespoir, craignant pour l'avenir de ses enfants, pressentant la catastrophe. Les filles, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, bien que conscientes de la gravité de la situation, s'accrochaient à l'espoir. Anastasia, malgré tout, gardait une part de son optimisme naturel. Elle essayait de maintenir la cohésion familiale par son humour, ses blagues, ses petites taquineries, cherchant à alléger l'atmosphère lourde qui pesait sur eux. Elle était la lumière dans l'obscurité grandissante, la petite flamme qui refusait de s'éteindre. Mais la situation continua de se dégrader. Le gouvernement provisoire, faible et impuissant face à l'agitation croissante des bolcheviks, craignait pour la sécurité des Romanov à Tsarskoïe Selo. La foule, imprévisible et de plus en plus hostile, menaçait leur isolement. La décision fut prise, les Romanov devaient être transférés. Loin, très loin. Ainsi, en août 1917, sous un ciel d'été gris et menaçant, la famille impériale se prépara à un nouveau départ. Le voyage fut long et éprouvant. Le train spécial, autrefois symbole de leur pouvoir, était maintenant une cage roulante. Le paysage russe défilait, indifférent à la tragédie qui se jouait derrière les fenêtres grillagées. Ils traversèrent des plaines infinies, des forêts sombres, des villages endormis, s'enfonçant toujours plus profondément vers l'est, vers la Sibérie, une terre d'exil et de froid. L'atmosphère de ce voyage forcé était lourde de pressentiments. Chaque kilomètre les éloignait davantage de la civilisation, de l'espoir d'un sauvetage. L'isolement géographique s'ajoutait à l'isolement social et politique. Les gardes, d'abord respectueux, devinrent de plus en plus rudes, leurs regards hostiles. La nourriture se fit plus rare, le confort inexistant. Les jeunes duchesses et le tsarévitch furent particulièrement affectés par ce déracinement brutal. Alexis, dont la santé était déjà si fragile, souffrait terriblement des secousses du train et du manque de soins adaptés.
Anastasia, malgré son propre mélange de tristesse et d'une anxiété latente quant à leur avenir incertain, puisait dans ses dernières ressources pour le réconforter. Elle lui lisait des histoires, lui racontait des anecdotes drôles, tentant de détourner son esprit de la douleur et de la peur. Elle s'efforçait de maintenir le moral familial, de préserver l'illusion d'une vie normale au milieu du chaos. Elle observait le paysage sibérien défiler, immense et sauvage, avec une curiosité mêlée d'appréhension. C'était un monde nouveau, hostile, qui semblait les avaler tout entier. Le voyage s'acheva à Tobolsk, une petite ville sibérienne endormie au bord de la rivière Irtych. La maison du gouverneur, une bâtisse en bois imposante mais isolée, devint leur nouvelle prison. Ce fut le début de leur exil intérieur, une nette dégradation de leurs conditions de vie, mais aussi un sursis, une dernière parenthèse de relative tranquillité avant que le destin ne les rattrape. Anastasia sentait que le monde qu'elle avait connu, fait de balles, de robes de soie et de rires insouciants, s'était évanoui à jamais, remplacé par une incertitude glaçante. Elle était la Jvibzik du passé, mais le présent exigeait d'elle une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire captivante et découvrir la vérité derrière la légende, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. À Tobolsk, le paysage sibérien, immense et sauvage, s'était refermé sur la famille impériale comme un linceul de neige et de silence. Les conditions, comparativement à ce qui allait suivre, étaient encore empreintes d'une fausse tranquillité, un sursis fragile avant la tempête qui grondait déjà à l'horizon. Le froid sibérien, un personnage à part entière, s'infiltrait partout, mordant la peau, craquant le bois, rappelant sans cesse leur éloignement, leur déracinement. Chaque matin, Anastasia se réveillait dans sa chambre modeste, le souffle blanc dans l'air glacé et ses doigts engourdis par la fraîcheur ambiante. Elle s'habituait à la mélancolie résignée qui imprégnait les lieux, à la lumière pâle qui filtrait à travers les vitres givrées, peignant le monde extérieur d'une teinte bleuâtre, irréelle. Pourtant, la famille s'efforçait de maintenir une routine, une sorte de bouclier contre l'incertitude. Les journées étaient rythmées par les leçons le français avec M. Gilliard, l'anglais avec l'impératrice, l'histoire et la géographie, les repas simples partagés autour d'une table devenue trop grande et les offices religieux dans leur petite chapelle improvisée. Anastasia, malgré son caractère enjoué, ressentait le poids de l'incertitude. La peur pour Alexis, son petit frère si fragile, était une encre lourde dans son cœur. Elle voyait l'épuisement dans les yeux de sa mère, l'ombre grandissante sur le visage de son père. Elle se réfugiait dans la lecture, dévorant les romans qu'ils avaient pu emporter, s'évadant dans des mondes lointains et imaginaires, loin des murs de bois qui les enfermaient. Elle écrivait aussi des lettres à des amis qui ne les recevraient peut-être jamais, des notes dans son journal, capturant des fragments de leur quotidien, des pensées fugaces, des espoirs ténus. C'était une tentative désespérée de maintenir une façade de normalité, de s'accrocher à l'illusion d'une vie qui continuait, malgré tout. Le jardin clôturé, leur seul espace de liberté en plein air, était un havre de paix relatif. Sous le regard vigilant des gardes, ils y passaient des heures, parfois à balayer la neige, parfois à tailler les arbres, accomplissant des tâches physiques qui permettaient d'échapper, l'espace d'un instant, à l'oppression mentale. C'était là qu'Anastasia retrouvait parfois son espièglerie d'antan, organisant des jeux simples pour Alexis, des courses dans la neige, des batailles de boules, cherchant à arracher un rire à son frère, à le distraire de ses maux. Mais le rire était souvent contraint, les sourires éphémères, car le froid et la conscience de leur captivité étaient des rappels constants. Les nouvelles du monde extérieur, quand elles parvenaient jusqu'à eux, étaient de plus en plus inquiétantes. La prise de pouvoir des bolcheviks en octobre 1917, un coup de tonnerre dans le lointain, avait marqué la fin de toute illusion de retour à l'ordre ancien. Les gardes, initialement des soldats du gouvernement provisoire, furent remplacés par des hommes plus rudes, plus idéologiquement motivés, leurs visages marqués par la suspicion et le mépris. La surveillance se resserra, les lettres étaient lues, les conversations écoutées. La fausse tranquillité de Tobolsk commençait à se fissurer, révélant la menace sous-jacente. La famille s'accrochait à l'espoir d'un sauvetage, d'une intervention des armées blanches, d'un miracle. Mais au fond d'eux, une anxiété sourde les rongeait, les préparant mentalement au pire. Anastasia, la Jvibzik, d'autrefois, sentait son innocence s'évanouir, remplacée par une lucidité amère sur leur destin. Le printemps de 1918 apporta non pas la libération, mais une nouvelle vague de terreur. Après la révolution d'octobre et la consolidation du pouvoir bolchevique, la situation des Romanov devint intenable. Le nouveau pouvoir, craignant qu'ils ne servent de symbole aux forces contre-révolutionnaires, décida de les déplacer à nouveau. Cette fois, la destination était Ekaterinbourg, une ville plus éloignée, plus industrielle, et surtout, sous un contrôle bolchevique strict et intransigeant. Le transfert fut brutal, une transition déchirante de leur relatif confinement à Tobolsk vers une captivité plus sévère. Le 18e jour d'avril, Nicolas, Alexandra et Maria furent les premiers à partir, Alexis étant trop faible pour voyager. Anastasia, Olga et Tatiana les rejoignirent le 23 mai. Ce voyage fut particulièrement éprouvant. Le paysage sibérien, qui avait été un refuge visuel, se transforma en un chemin vers l'inconnu, vers une menace encore plus palpable. Le train, lent et chaotique, semblait les emporter vers un abîme. Alexis, dont la santé était fragile, souffrait atrocement. Chaque secousse du train, chaque mouvement, provoquait des douleurs intenses. Son visage était cireux, ses yeux fiévreux. Anastasia, le cœur serré, tentait de le réconforter, de lui chanter des chansons douces, de lui raconter des histoires pour le distraire de sa souffrance. Elle lui tenait la main, sentant la chaleur fragile de sa peau,
priant silencieusement pour que son petit frère trouve la force de supporter cette épreuve. Elle sentait que leur destin était désormais scellé, que chaque kilomètre parcouru les éloignait un peu plus de la vie et les rapprochait de l'inéluctable. L'arrivée à Ekaterinbourg, sous un ciel bas et menaçant, fut un choc. La ville, grise et industrielle, les accueillit avec une hostilité manifeste. Le train s'arrêta dans une gare bondée, où une foule hostile et curieuse s'était rassemblée, invectivant les prisonniers avec des cris de haine et de mépris. C'était la première fois qu'ils étaient confrontés à une telle fureur populaire, une vague de ressentiment qui les submergeait. De là, ils furent conduits à la maison Ipatiev, une demeure à 2 étages, sobre et bourgeoise, qui allait bientôt entrer dans l'histoire sous le nom sinistre de « maison à destination spéciale ». Dès le premier instant, l'atmosphère oppressante et anxiogène des lieux frappa Anastasia. Les fenêtres étaient scellées, peintes en blanc pour empêcher toute vue sur l'extérieur, toute communication visuelle avec le monde. Les murs de la maison semblaient se refermer sur eux, l'air vicié par la peur et la résignation. Chaque recoin résonnait des pas lourds des gardes, leurs voix rauques, leurs rires moqueurs. Les conditions de détention étaient drastiques, conçues pour briser leur esprit et leur dignité. Les gardes, des hommes rudes et brutaux, souvent ivres, les insultaient, les humiliaient, les traitant avec un mépris constant. Leurs objets de valeur, même les plus personnels, furent confisqués, les privant de tout ce qui pouvait leur rappeler leur passé, leur identité. La vie quotidienne était une lutte constante pour la dignité et la survie psychologique. Anastasia, avec ses sœurs, tentait de maintenir un semblant de vie normale. Elle lisait, priait, se faisait la lecture, tentait de broder, de dessiner. Mais l'ennui était profond, écrasant. L'humiliation constante, les regards insistants des gardes qui les suivaient même aux toilettes, érodaient leur morale jour après jour. La peur, toujours présente, était devenue une compagne silencieuse, une ombre constante. C'est dans cette atmosphère de terreur grandissante qu'elles commencèrent à coudre leurs bijoux dans leurs corsets et leurs sous-vêtements. Des colliers de perles, des bracelets d'or, des diamants, des émeraudes, chaque pierre précieuse était soigneusement dissimulée. Une minuscule fortune cachée contre leur peau, un ultime espoir de subsistance, ou peut-être, pressentait-elle, une protection contre l'inimaginable. Le crissement des aiguilles, le fil qui passait et repassait, étaient les seuls bruits dans le silence angoissant de leur chambre. Anastasia, les doigts agiles, sentait le poids froid des pierres contre sa chair, un rappel tangible du danger imminent, du destin qui se resserrait autour d'eux. Elle pensait à son père, à sa mère, à Alexis, si faible, si vulnérable. Elle se demandait si cette petite fortune cachée pourrait un jour leur offrir une chance, un moyen de s'échapper. Pendant ce temps, la guerre civile russe faisait rage. Les armées blanches, fidèles aux Romanov, avançaient inlassablement vers Ekaterinbourg, leur progression alimentant la paranoïa des bolcheviks. Le bruit lointain des canons, les rumeurs de bataille qui parvenaient jusqu'à la maison Ipatiev, créaient une atmosphère de siège. L'espoir d'une libération se mêlait à la peur d'une fin violente. Les bolcheviks craignaient plus que tout que la famille impériale ne soit libérée et ne devienne un point de ralliement pour leurs ennemis. Cette anxiété se traduisait par une hostilité accrue des gardes, dont les comportements devinrent encore plus menaçants. Les rumeurs de leur exécution circulaient, d'abord chuchotées, puis de plus en plus ouvertement, comme des ombres rampantes. Anastasia était prise dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Un mince espoir de sauvetage, alimenté par les nouvelles de l'avancée des Blancs, luttait contre une angoisse existentielle grandissante. Elle était jeune, mais son esprit vif et son intuition perçante lui faisaient comprendre la gravité de leur situation. Leur vie était suspendue à un fil fin comme la soie, prêt à se rompre à tout moment. Chaque jour était une épreuve, chaque nuit une attente anxieuse. Les jours précédant la nuit fatidique furent marqués par des signes avant-coureurs, des changements subtils mais glaçants dans leur routine déjà sinistre. Les gardes se montrèrent encore plus menaçants, leurs regards lourds de sous-entendus, leurs paroles empreintes d'une brutalité nouvelle. Les repas furent réduits, la nourriture de plus en plus frugale, comme s'ils n'étaient plus dignes de la moindre considération humaine. Un soir, on leur ordonna de se préparer à un nouveau déplacement. Un prétexte fallacieux, bien sûr, une histoire de sécurité, de combat qui se rapprochait. Mais la famille, bien qu'elle n'eût pas de confirmation directe, sentait que la fin était proche. L'air dans la maison Ipatiev était chargé d'une tension palpable, d'une attente sinistre et oppressante. Le silence pesait plus lourd que le bruit, chaque ombre semblait cacher une menace, chaque craquement du bois résonnait comme un coup de tonnerre. Anastasia, épuisée et terrifiée, sentait son cœur battre la chamade à chaque bruit inattendu. Elle s'efforçait de se montrer courageuse pour son petit frère Alexis, pour ses parents, pour ses sœurs. Elle esquissait des sourires forcés, essayait de parler d'avenir, de plans lointains, mais ses mots sonnaient creux et ses yeux trahissaient sa peur. Elle était submergée par une anxiété collective et une résignation fatale. L'odeur âcre de la peur imprégnait les murs, se mêlant à celle du charbon et de la moisissure. Les Romanov étaient devenus des fantômes dans leur propre maison, attendant l'inéluctable, l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, prête à tomber à tout instant. La Jvibzik n'était plus qu'une ombre, une réminiscence de l'enfant joyeuse qu'elle avait été, remplacée par une jeune femme au bord de l'abîme, dont la seule force résidait désormais dans sa capacité à faire face à l'horreur imminente avec une dignité désespérée. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que le temps était compté, que la nuit à venir serait celle de tous les dangers. La nuit du 16 au 17 juillet 1918 s'abattit sur Ekaterinbourg avec une lourdeur oppressante, un silence cotonneux qui semblait vouloir étouffer la ville entière. Dans la maison Ipatiev, le temps s'était distendu, chaque minute s'étirant en une éternité angoissante.
Les derniers jours avaient été une symphonie de présages funestes, une crescendo de menaces voilées et de gestes hostiles. Et l'odeur du kérosène et de la sueur des gardes imprégnait les murs, se mêlant à celle, plus subtile et plus terrifiante encore, de la peur. Anastasia, étendue sur sa couchette, les yeux grands ouverts dans l'obscurité relative de sa chambre, ne parvenait pas à trouver le sommeil. Le froid, malgré les faibles tentatives de chauffage, s'insinuait sous ses couvertures, mais c'était un froid intérieur, celui de l'appréhension, qui la faisait trembler. Elle écoutait le grincement des planches sous les pas des sentinelles, le souffle régulier de ses sœurs endormies ou feignant de être dans le noir. Elle avait cousu une partie de ses bijoux, des perles et de petites pierres, dans la doublure de son corset, sentant leur poids froid contre sa peau. C'était une précaution absurde, presque enfantine, mais elle était accrochée comme à une amulette. Elle se remémorait les rires d'autrefois, les courses dans les jardins de Tsarskoïe Selo, la chaleur des bras de son père, la tendresse parfois austère de sa mère. Ces souvenirs, autrefois si vifs, semblaient désormais appartenir à une autre vie, à un monde qui s'était effondré, ne laissant derrière lui que les ruines d'une dignité perdue. Soudain, vers 1h30 du matin, des bruits de pas lourds et décidés résonnèrent dans le couloir. Des voix graves, des chuchotements étouffés. La porte de leur chambre s'ouvrit brutalement, laissant passer un filet de lumière crue et la silhouette imposante de Yakov Yurovski, le commandant de la maison. Son visage était impassible, ses yeux sombres et déterminés. « Levez-vous » ordonna-t-il d'une voix rauque, dénuée de toute émotion. « Il y a des troubles dans la ville. Nous devons vous transférer dans un endroit plus sûr. Descendez au sous-sol. » Un frisson glacial parcourut Anastasia. Le sous-sol. Pourquoi le sous-sol? La phrase sonnait creux, un prétexte mal dissimulé. Une confusion mêlée d'une anxiété sourde s'empara de la famille. Nicolas II, toujours digne, se leva le premier, son visage pâle mais son regard ferme. Alexandra, affaiblie par ses maux et la tension des derniers mois, fut aidée par Olga et Tatiana. Alexis, trop faible pour marcher, dut être porté. Pierre Gilliard, leur tuteur français, et les autres serviteurs fidèles le docteur Botkin, la femme de chambre Anna Demidova, le cuisinier Ivan Karitonov furent également réveillés et sommés de se joindre à eux. Le petit cortège s'ébranla. Les pas résonnaient de façon étrange dans le silence nocturne lugubre de la maison. Les escaliers de bois craquaient sous leur poids, un écho sinistre dans l'obscurité à peine percée par la lumière vacillante d'une lanterne que tenait un garde. Anastasia, le cœur battant la chamade, sentait la main tremblante de Maria dans la sienne. L'air était froid et humide, chargé d'une odeur de terre et de moisissure qui remontait des profondeurs. Chaque marche était un pas vers l'inconnu, vers une horreur qu'elle ne pouvait encore nommer, mais dont la présence était devenue aussi palpable que l'air qu'elle respirait. Les murs décrépits du sous-sol semblaient se refermer sur eux, leurs ombres dansaient macabrement sous la faible lueur. Ils furent conduits dans une petite pièce vide, aux murs de briques nues, sans fenêtre. Le sol était froid et poussiéreux. Une seule chaise avait été apportée, probablement pour l'impératrice Alexandra ou le jeune Alexis. Nicolas II plaça son fils dessus, puis se tint aux côtés de sa femme et de ses filles. Les serviteurs se pressèrent derrière eux. Et l'espace était exigu, et l'atmosphère étouffante. Les gardes se massèrent à l'entrée, leurs fusils pointés, leurs visages figés dans une expression de froide détermination. Il n'y avait pas de place pour le doute, pas de place pour l'espoir. La pièce, autrefois un simple débarras, était devenue une cage sans issue. L'attente, interminable, fut brisée par l'entrée de Yurovski. Il tenait un papier à la main, qu'il déplia lentement. Ses yeux balayèrent la famille impériale, et s'arrêtant un instant sur chacun d'eux, comme s'il les jaugeait une dernière fois. Le silence était absolu, si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Anastasia, les sens en alerte, percevait l'odeur métallique de la peur, le froid qui s'était insinué jusqu'à ses os. Nikolai Alexandrovitch, commença Yurovski d'une voix monocorde, sans la moindre inflexion, en raison du fait que vos parents continuent leur attaque contre la Russie soviétique, le comité exécutif de l'Ural a décidé de vous exécuter. Le sens des mots frappa la famille avec la force d'un coup de marteau. Une stupeur glacée s'empara d'eux. Nicolas II, incrédule, tenta de répliquer. « Quoi? Quoi ?» Alexandra fit le signe de croix, murmurant une prière. Alexis, sur sa chaise, leva un regard effrayé vers ses parents. Anastasia, figée par l'horreur, sentit le sang se glacer dans ses veines. La pièce, déjà si petite, semblait rétrécir encore, les murs se rapprochant, et l'air se raréfiant. Avant même qu'il n'ait pu réagir pleinement, avant que le sens de cette sentence irrévocable ne puisse être entièrement assimilé, les bourreaux ouvrirent le feu. Le vacarme fut assourdissant, une déflagration chaotique et brutale qui résonna dans l'espace clos, amplifiée par les murs de briques. L'odeur âcre de la poudre imprégna l'air instantanément, se mêlant à celle, plus terrifiante, du sang. La pièce se remplit de fumée, des éclairs aveuglants, de cris perçants, de gémissements. Anastasia fut projetée en arrière, le corps heurté par une force invisible. Une douleur fulgurante la traversa. Elle tomba, le monde basculant dans un tourbillon de sons et de sensations indistinctes. Elle entendit les cris de ses sœurs, le gémissement de sa mère, le râle de son père. Le chaos était absolu, la terreur pure. Elle sentit le sang chaud sur sa peau, le sien, ou celui d'un de ses proches. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision se brouillait. Elle était consciente de la violence inouïe, indiscriminée, qui s'abattait sur eux. Les balles sifflaient, déchiraient les corps, et s'écrasaient contre les murs. Chaque instant était une éternité de souffrance. Elle se recroquevilla, tentant de se protéger, mais il n'y avait nulle part où se cacher.
Le sol froid, les briques nues, la promiscuité des corps qui tombaient autour d'elle. Elle n'était plus qu'une victime, un corps parmi d'autres dans cette danse macabre. La mort, si abstraite auparavant, était devenue une réalité tangible, une présence froide et implacable. La première rafale se tut. Un silence relatif, plus glaçant encore que le vacarme, et s'installa, rompu seulement par les gémissements des blessés et le crépitement de la fumée. Puis, une nouvelle horreur se révéla. La fusillade initiale n'avait pas tué tout le monde. Certains membres de la famille, protégés par les bijoux cousus dans leurs vêtements des corsets renforcés, des parures dissimulées, étaient encore en vie. Leur corps, criblés de balles, mais pas mortellement atteints, se débattaient dans les spasmes de l'agonie. Les bourreaux, dont Yurovski, réalisèrent avec une froideur terrifiante que leur tâche n'était pas achevée. Ils s'approchèrent des corps gisant sur le sol, les visages masqués par la fumée et une détermination implacable. Le silence fut brisé par de nouveaux sons, plus intimes et plus macabres, le cliquetis métallique des baïonnettes, le choc sourd des crosses de fusil. Les survivants furent achevés, sans pitié. Des coups répétés, méthodiques, s'abattirent sur les corps déjà meurtris. Les gémissements s'éteignirent un à un. Anastasia, si elle était encore consciente, dut ressentir la dernière et la plus terrible des souffrances, la fin de tout espoir. Peut-être fut-elle frappée à la tête, son jeune esprit s'éteignant dans une douleur fulgurante, ou peut-être son cœur fut-il transpercé par une lame froide. Les bijoux qui l'avaient peut-être protégée un instant devinrent son fardeau, la rendant plus difficile à tuer, prolongeant son agonie. Les larmes, la peur, la douleur, tout se mêlait dans un tourbillon final de désespoir. Son corps, autrefois si plein de vie, de rire et d'espièglerie, gisait désormais inerte sur le sol froid, parmi les siens, dans une mare de sang. La Schwibzik n'était plus. Les corps furent ensuite traînés hors de la pièce, leur dignité bafouée une dernière fois. Leurs membres s'entrechoquaient, leurs visages déformés par la violence et la mort. L'air frais de la nuit, qui aurait dû être un soulagement, portait désormais le poids de l'horreur. Ils furent chargés sans ménagement dans un camion, leurs corps entassés les uns sur les autres, comme de simples ballots. Le moteur du camion toussa, puis démarra, son rugissement brisant le silence de la nuit, emportant les restes de la famille impériale vers leur dernière et macabre destination. La maison Ipatiev, lieu de leur dernier supplice, retomba dans un silence lourd, imprégné de l'odeur du sang et de la poudre, gardant jalousement son terrible secret. Le camion cahota sur les routes défoncées de la forêt de Kopsiaki, s'enfonçant toujours plus loin dans l'obscurité. Le voyage fut long et éprouvant, une lente procession funèbre sans cortège ni prière. La forêt, dense et silencieuse, était le théâtre parfait pour l'acte final de cette tragédie. L'air était froid, piquant, chargé de l'odeur des pins et de l'humidité du sol. Les phares du camion déchiraient l'obscurité, révélant des troncs d'arbres fantomatiques et des ombres mouvantes. Ils atteignirent enfin un site minier abandonné, connu sous le nom sinistre des Quatre Frères. C'était une clairière désolée, parsemée de puits de mines effondrés et de végétation sauvage. Sous le couvert de la nuit, les bourreaux déchargèrent les corps. L'horreur froide et méthodique succéda au chaos de la fusillade. La tâche était claire, effacer toute trace, rendre les corps méconnaissables. Les corps furent déshabillés, leurs vêtements déchirés, leurs bijoux arrachés, certains incrustés dans la chair. Puis vint la mutilation, un acte de profanation délibéré pour empêcher toute identification ultérieure. Les visages furent écrasés, les corps transpercés. L'odeur âcre de l'acide sulfurique, versé généreusement sur les restes, se répandit dans l'air, rongeant la chair, déformant les traits. Le crépitement du feu, allumé pour brûler certains corps et masquer l'odeur chimique, ajouta une nouvelle dimension à cette scène macabre. La lumière vacillante des flammes jetait des ombres dansantes sur les visages grimaçants des exécuteurs, des hommes animés par une détermination implacable, une exécution brutale de leur devoir, mêlée peut-être à une peur panique d'être découverts. Les restes, méconnaissables, furent finalement jetés dans une fosse creusée à la hâte, puis recouverts de terre et de traverses de chemins de fer pour dissimuler le charnier. Le silence de la forêt, autrefois paisible, était désormais imprégné de l'écho de ces actes barbares. Les bourreaux, hâtifs et nerveux, travaillèrent jusqu'à l'aube, leur conscience obscurcie par l'idéologie et la violence, ou peut-être simplement anesthésiée par la brutalité de leur mission. Ils voulaient que la terre garde leur secret, que la forêt engloutisse à jamais les dernières traces de la famille impériale. Leur tâche accomplie, ils regagnèrent Ekaterinbourg, laissant derrière eux une scène d'horreur et de désolation, un monument invisible à la violence révolutionnaire. Malgré les efforts des bolcheviks pour cacher le sort de la famille, le silence ne put contenir la vérité éternellement. Initialement, seule l'exécution de Nicolas II fut annoncée publiquement, présentée comme une mesure nécessaire pour écraser la contre-révolution. Le sort de l'impératrice et des enfants fut passé sous silence, un vide assourdissant qui ne tarda pas à alimenter les spéculations. Dans l'atmosphère de secrets d'État et de propagande, où la vérité était une marchandise rare et malléable, la rumeur commença à se propager comme une traînée de poudre. Des témoignages fragmentaires de la fusillade, des bruits étranges entendus dans la maison Ipatiev, des allées et venues nocturnes du camion, des odeurs suspectes perçues dans la forêt, commencèrent à émerger. Des gardes, rongés par le remords ou simplement bavards, laissèrent échapper des bribes d'informations. Bien que flous, ces récits alimentèrent l'incrédulité et l'espoir. Le public, divisé, peinait à croire à l'horreur indicible, mais ne pouvait ignorer le silence officiel. Les monarchistes et les opposants aux bolcheviks s'accrochèrent à l'idée qu'un ou plusieurs membres de la famille auraient pu survivre. L'absence de preuves formelles de la mort de tous les membres de la famille créait un terreau fertile pour la légende.
Et au cœur de cette rumeur, la figure d'Anastasia, la plus jeune et la plus espiègle des grandes duchesses, devint le point de convergence de tous les espoirs. Son tempérament vif, sa capacité à survivre aux épreuves, sa jeunesse, tout contribuait à en faire la candidate idéale pour une évasion miraculeuse. C'était le début d'une attente anxieuse, d'une quête de vérité qui allait durer des décennies. La légende d'Anastasia, la survivante, commença à prendre forme dans les murmures, les chuchotements, les articles de presse censurés. Le besoin humain de croire au miracle, de nier l'horreur absolue, donna naissance à un mythe qui allait traverser les continents et les époques. La famille Romanov avait été brutalement anéantie, mais l'idée d'une survivante, d'une princesse échappée au massacre, allait perdurer, défiant la réalité, alimentant l'imagination collective et le désir insatiable de rédemption. La nuit de juillet avait vu la fin d'une dynastie, mais elle avait aussi enfanté une légende, celle de la grande duchesse Anastasia, le fantôme de la Russie impériale, prête à ressurgir des cendres. Et, comme un écho lointain de ce désir ardent de miracle, une figure allait émerger des eaux troubles de l'après-guerre, portant en elle le fardeau et l'éclat de cette espérance. C'était en 1920, dans le Berlin meurtri et désorienté de l'après-Grande Guerre, une ville qui pansait ses plaies et cherchait un sens à sa défaite. Une jeune femme, dont l'identité était alors un mystère impénétrable, fut repêchée des eaux glacées du canal Landwehr. Les flots sombres et paresseux avaient failli l'engloutir, l'entraînant vers un oubli définitif. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours, de fuir une réalité dont elle ne semblait plus vouloir ou ne plus se souvenir. Son corps, frêle et tremblant, portait les stigmates de la misère et du désespoir, mais ses yeux, d'un bleu profond, conservaient une étincelle étrange, une lueur insaisissable. Les secours l'avaient extraite du canal, son manteau lourd et gorgé d'eau, ses cheveux sombres collés à son visage émacié. L'air était vif, mordant, et l'odeur âcre de la boue et du charbon flottait sur les rives. À l'hôpital, puis à l'asile de Daldorf où elle fut internée sous le nom de Fräulein Unbekannt, mademoiselle inconnue, elle refusa obstinément de révéler son nom. Son silence était un mur, impénétrable, nourrissant les spéculations du personnel soignant. Elle parlait un allemand teinté d'un accent étranger, et parfois, dans un délire fiévreux, des bribes de russe s'échappaient de ses lèvres, des mots doux, des noms princiers, des supplications inintelligibles. L'atmosphère de l'asile était lourde, imprégnée d'une mélancolie résignée, des murmures des patients, du tintement des clés des gardiens. Au milieu de cette cacophonie de souffrance, la jeune femme, fragile et solitaire, commença à tisser une histoire, ou du moins, à laisser les autres la tisser pour elle. Les premières étincelles de la légende apparurent quelques années plus tard, portées par les confidences de ses co-détenues, des femmes souvent instables, mais parfois dotées d'une intuition troublante. L'une d'elles, Clara Peuzert, une ancienne patiente, crut reconnaître en elle la grande duchesse Tatiana, puis, après mûre réflexion et la vision de vieilles photographies, la plus jeune des sœurs, Anastasia. Ce fut le début d'une saga qui allait durer des décennies, transcendant les frontières et défiant la logique. La rumeur, d'abord un chuchotement timide dans les couloirs de l'asile, se propagea comme une traînée de poudre dans les cercles des émigrés russes de Berlin. Post-guerre, l'Allemagne était un lieu de désorientation, de nouvelles identités, une terre fertile pour l'émergence de légendes, où le besoin de croire en une survie, en une résurrection, était immense. Le monde avait été brisé, et l'idée qu'une princesse impériale ait pu échapper au massacre offrait un mince espoir, une lueur de conte de fées dans un monde devenu brutalement prosaïque. La femme, qui allait bientôt être connue sous le nom d'Anna Anderson, était initialement confuse, amnésique, son esprit une page blanche sur laquelle les autres projetaient leurs désirs et leurs attentes. Mais progressivement, nourrie par les récits qu'on lui faisait, par les bribes de souvenirs qu'elle croyait retrouver, par l'attention qu'elle suscitait, elle développa une conviction inébranlable de son identité. Elle s'accrocha à ce rôle, à cette nouvelle vie, avec une ténacité farouche, mêlée d'une méfiance profonde envers le monde qui l'avait, selon elle, trahi. Ses partisans, émus par son histoire, par sa ressemblance frappante avec certaines photographies d'Anastasia, étaient animés par un mélange d'espoir, de nostalgie pour la Russie perdue, et d'une émotion sincère face à cette survie miraculeuse. Mais ses détracteurs, nombreux et souvent virulents, ne voyaient en elle qu'une imposture grossière, une fraude irritante qui profanait la mémoire des Romanov. Le mystère de la femme du Landwehr Canal était né, et avec lui, la plus persistante des légendes du XXe siècle. De 1925 à 1968, l'affaire Anna Anderson se transforma en un véritable tourbillon judiciaire, une bataille juridique internationale d'une complexité ahurissante et d'une durée inouïe. Les tribunaux allemands, puis d'autres juridictions, devinrent le théâtre d'un affrontement épique entre le passé et le présent, entre la vérité et l'héritage. L'atmosphère des salles d'audience était tendue, chargée d'une solennité parfois pesante, souvent perturbée par le cirque médiatique qui accompagnait chaque rebondissement. Les flashs des photographes crépitaient, les journalistes se bousculaient pour arracher une déclaration, et les manchettes des journaux du monde entier claironnaient les derniers développements. Des membres de la noblesse européenne, des cousins des Romanov, des anciens serviteurs de la cour, des experts en graphologie et en morphologie se succédèrent à la barre, offrant des témoignages souvent contradictoires, des preuves incertaines qui alimentaient sans cesse le débat public et maintenaient la légende vivante. Certains, comme le prince Félix Yusupov, l'assassin de Raspoutine, la dénonçaient avec virulence, indignés par ce qu'ils considéraient comme une fraude éhontée, une insulte à la mémoire de leurs proches disparus. D'autres, comme le tuteur français des enfants impériaux, Pierre Gilliard, d'abord sceptique, furent ébranlés par les détails intimes qu'Anna Anderson semblait connaître de la vie des Romanov, des expressions familières, des anecdotes de l'enfance.
Le doute et la spéculation flottaient dans l'air comme une brume tenace, refusant de se dissiper. Anna Anderson, au centre de cette tempête, semblait épuisée par l'interminable processus, mais restait résolue, inébranlable dans sa conviction. Elle subissait des interrogatoires interminables, des examens médicaux, des comparaisons de photographies, des analyses graphologiques. Son corps portait les marques de la souffrance et du temps, mais son regard, parfois lointain, parfois perçant, ne trahissait jamais le moindre doute sur son identité. Ses partisans étaient fervents, certains investissant des fortunes pour prouver son authenticité, convaincus d'assister à un miracle, à la résurrection d'une princesse perdue. Ils voyaient en elle l'incarnation de leur propre nostalgie pour une époque révolue, un symbole de résistance face à la barbarie bolchevique. À l'inverse, ses opposants, la plupart des Romanov survivants et leurs proches, se montraient d'une intransigeance farouche. Ils refusaient de reconnaître cette femme qu'ils jugeaient vulgaire, sans éducation, incapable de porter le nom sacré d'Anastasia. Les procès s'éternisaient, les appels se succédaient, créant une polarisation intense qui divisait les familles, les cours européennes et le public. La question de savoir si elle était ou non la grande duchesse Anastasia devint bien plus qu'une simple affaire d'identité. Elle touchait à la légitimité historique, à la mémoire d'une dynastie, et à la persistance du mythe face à la raison. Le cas d'Anna Anderson devint un symbole de la façon dont l'histoire pouvait être façonnée, débattue et contestée, non seulement par les faits, mais aussi par les émotions, les croyances et le désir ardent de croire à l'incroyable. La mort d'Anna Anderson en 1984, après des décennies de lutte acharnée, ne mit pas fin au débat. Son corps fut incinéré et ses cendres dispersées en Allemagne, mais l'énigme de son identité continua de hanter les esprits. Le monde avait perdu sa prétendue princesse, mais la question de savoir si Anastasia avait réellement survécu persistait, comme une mélodie entêtante. Cependant, la fin du XXe siècle allait apporter des changements géopolitiques majeurs qui allaient, de manière inattendue, ouvrir de nouvelles voies d'investigation, offrant enfin la possibilité de percer le voile du mystère. Le vent de l'histoire souffla avec une force nouvelle. La chute du mur de Berlin en 1989, puis l'effondrement de l'Union soviétique peu après, furent des événements sismiques qui remodelèrent le paysage politique mondial. Soudain, des portes qui avaient été scellées pendant des décennies s'ouvrirent. L'accès aux archives secrètes du régime soviétique, longtemps inaccessibles et jalousement gardées, devint possible. Des documents inédits, des rapports d'enquête, des correspondances codées, tout un pan de l'histoire longtemps occultée commença à émerger de l'ombre. L'atmosphère était celle d'un changement historique, d'une ouverture inattendue et vertigineuse. L'espoir de résoudre enfin l'énigme des Romanov planait dans l'air, mêlé à une prudence nécessaire face aux décennies de désinformation et de propagande qui avaient déformé les faits. Des chercheurs, des historiens, des scientifiques, qui avaient travaillé dans l'ombre pendant des années, virent enfin la possibilité de fouiller, d'analyser, de confronter les récits. Les sites d'exécution, longtemps niés ou dissimulés par le régime, devinrent accessibles, offrant la promesse de preuves matérielles, de réponses concrètes. Ce fut un moment de regain d'intérêt passionné et de détermination renouvelée. La curiosité mondiale pour la vérité longtemps cachée, le désir de justice pour la famille impériale, longtemps réduite au silence et à la caricature, atteignirent un paroxysme. Les experts en histoire, en archéologie, en anthropologie légale, se lancèrent dans une quête minutieuse, armée de nouvelles technologies et d'une soif insatiable de vérité. Les récits des bourreaux, les témoignages des survivants, les cartes secrètes des lieux de sépulture, tout était passé au crible. L'héritage d'Anastasia, la légende de la survivante, allait enfin être confronté à la froide réalité de la science et de l'histoire. Le silence de la Sibérie, qui avait gardé son secret pendant si longtemps, était sur le point d'être brisé. En 1990, le monde retint son souffle. Près d'Ekaterinbourg, dans la forêt de Kopsiaki, sur le site de la fosse aux 4 frères, des archéologues et des experts légistes soviétiques firent une découverte majeure. Leurs pelles rencontrèrent enfin les restes tant recherchés. 9 squelettes furent exhumés, identifiés comme ceux de Nicolas II, de l'impératrice Alexandra, de 3 de leurs filles, et de 4 de leurs serviteurs fidèles. L'atmosphère du site d'excavation était empreinte d'une solennité quasi religieuse, mêlée à l'excitation de la découverte scientifique. La Terre, qui avait gardé son secret pendant 72 ans, révélait enfin ses macabres trésors. Les tests ADN, une technologie à l'époque révolutionnaire pour l'identification historique, confirmèrent sans l'ombre d'un doute l'identité des 9 corps. Des échantillons furent comparés à des descendants vivants des Romanov, ainsi qu'à des parents de l'impératrice Alexandra en Angleterre. Les résultats furent sans appel, c'était bien la famille impériale et leurs compagnons. Un sentiment de soulagement et de finalité traversa la communauté scientifique et les descendants des Romanov. La tragédie d'Ekaterinbourg était confirmée, les victimes identifiées. Cependant, une énigme subsistait, une ombre persistante sur cette résolution. Les corps de 2 des enfants Romanov manquaient toujours. Ceux du tsarevitch Alexis et d'une des filles, qui, selon l'interprétation initiale des restes, pouvaient être Anastasia ou Maria. La légende de la survivante, bien qu'ébranlée, n'était pas encore totalement éteinte. Pour certains, cette absence était la preuve qu'Anastasia avait pu s'échapper, que le miracle avait bien eu lieu. Les laboratoires modernes et les sites d'excavation étaient le théâtre d'une quête minutieuse, où la science rencontrait l'histoire, mais où l'émotion humaine résistait parfois à l'évidence. Pendant près de 2 décennies, la recherche continua, obstinée. Les archives furent de nouveau passées au peigne fin, les témoignages réexaminés. Puis, en 2008, une nouvelle, tout aussi stupéfiante, éclata.
À quelques dizaines de mètres de la première fosse, des archéologues russes découvrirent les restes de 2 autres individus. Ces corps, fragmentés et calcinés, portaient les marques d'une tentative de destruction encore plus poussée. L'excitation était palpable. Le monde entier attendait, suspendu au résultat des analyses. Les tests ADN effectués sur ces seconds restes confirmèrent ce que beaucoup espéraient et craignaient à la fois. Il s'agissait bien du tsarévitch Alexis et de l'une de ses sœurs. Le laboratoire américain qui mena les analyses confirma que tous les membres de la famille impériale étaient désormais retrouvés. La science avait parlé avec une précision et une certitude que ni les témoins, ni les juges, ni les imposteurs n'avaient pu offrir. L'émotion fut intense, un mélange de tristesse face à la confirmation de l'horreur et de soulagement face à la résolution d'un mystère qui avait hanté le monde pendant près d'un siècle. La quête des Romanov s'achevait, non pas par un sauvetage héroïque, mais par la découverte d'os silencieux, témoins muets d'une brutalité indicible. En 2009, la dernière pièce du puzzle fut mise en place, apportant une conclusion amère et mélancolique à une histoire de 100 ans. Les tests ADN, d'une précision inégalée, confirmèrent sans aucune ambiguïté que les restes découverts en 2008 appartenaient bien au tsarévitch Alexis et à la grande-duchesse Maria. Cette identification finale signifiait qu'Anastasia Romanova, la plus jeune des filles, était bel et bien parmi les 9 corps exhumés en 1990, son identité ayant été confirmée par les premières analyses génétiques. Il n'y avait plus de doute possible, aucune des grandes duchesses n'avait survécu. Parallèlement, et pour clore définitivement le chapitre d'Anna Anderson, des tests ADN furent également réalisés sur des échantillons de ses tissus, conservés après son décès. Les résultats furent d'une clarté impitoyable, Anna Anderson n'avait aucun lien de parenté avec la famille Romanov. Son ADN correspondait à celui d'une ouvrière polonaise disparue, Franciszka Szankowska. La légende de la survivante, si tenacement défendue, si ardemment espérée, fut officiellement réfutée par la froide et implacable réalité scientifique. L'atmosphère était celle d'une acceptation générale de la vérité historique, bien que teintée d'une certaine nostalgie pour le mystère perdu. Le mythe se dissolvait face à la preuve irréfutable, mais l'humanité de la tragédie, la brutalité de la fin des Romanov, demeurait intacte. Pour beaucoup, la fin de l'énigme fut un soulagement, la clôture d'un chapitre douloureux de l'histoire. Pour d'autres, particulièrement ceux qui avaient cru en Anna Anderson, ce fut une déception, la perte d'un espoir, l'extinction d'une lueur dans l'obscurité. La figure d'Anastasia Romanova, la survivante qui n'aurait jamais dû exister, devint alors un symbole puissant, transcendant la simple question de son identité. Elle incarnait la persistance de l'espoir humain face à l'horreur, le besoin viscéral de croire au miracle, même face à l'évidence de la fin. Sa légende, bien que scientifiquement démentie, continua de vivre dans l'imaginaire collectif, dans les livres, les films, les œuvres d'art. Elle devint le fantôme d'une époque révolue, la voix muette d'une famille anéantie, mais aussi le témoignage de la résilience de l'esprit humain à chercher la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Le souvenir de sa vie brisée, de son espièglerie enfantine, de sa jeunesse fauchée, se mêla à celui d'une légende immortelle. Anastasia ne survécut pas au massacre, mais elle survécut dans le cœur et l'esprit de millions de personnes, non pas comme une princesse ressuscitée, mais comme l'écho poignant d'une tragédie, et le rappel éternel que même la science la plus rigoureuse ne peut parfois éteindre la flamme de l'espoir et le pouvoir persistant du mythe. Le rideau était tombé sur la dernière page de l'histoire des Romanov, mais l'héritage d'Anastasia, la princesse disparue, continuerait de murmurer à travers les âges, un testament à la fragilité de la vie et à l'immortalité des légendes.